Voorbereid. Om enkele aspecten voor deze zeer complexe situatie nog te belichten. Donc, la guerre à l'Est est bien sûr directement liée aux velléités expansionnistes du Rwanda, qui est la moitié des problèmes, mais l'autre moitié des problèmes se trouve aussi à Kinshasa. Je voulais en dire quelques mots brièvement. Le pays est clairement en crise profonde, multiforme, à plusieurs niveaux. Ce n'est pas nouveau, mais actuellement, nous nous trouvons devant une réelle possibilité de division permanente du pays, ainsi que d'une situation qui risque de devenir non maîtrisable, comme le professeur Vlassot l'a déjà dit, avec la multitude de groupes armés à travers tout le pays, ce n'est pas seulement Kivu, ainsi qu'à cause de la volonté très claire de modifier ou de remplacer la Constitution qui a été votée par référendum en 2006. Il y a une crise de légitimité depuis le non-respect des résultats des élections de 2018 et surtout depuis le chaos électoral de décembre 2023. Il y a une crise institutionnelle avec l'achat des membres du Parlement et l'existence d'un gouffre entre le train de vie de l'élite et les conditions de vie de la population. Ce qu'on appelle au Congo la classe politique semble dans sa majorité rejetée par la population. Comme c'est le cas pour les prédécesseurs, ou probablement encore plus, les autorités sont régulièrement confrontées à des cas très importants de corruption, détournement. Juste un petit chiffre, l'estimation du budget qui a été, prévu pour la guerre depuis le début des conflits, et ça inclut ce qui est prévu par le gouvernement plus les contributions des entreprises, s'élève à 3,8 milliards de dollars. On se demande parfois où est allé cet argent. Le régime actuel a une tendance grandissante à la centralisation du pouvoir au niveau de la présidence et veut donc modifier ou remplacer la Constitution, en partie pour des raisons techniques, mais surtout dans le but de consolider le pouvoir actuel. Cette opération, ainsi que la possibilité que les prochaines élections prévues pour 2028 ne soient pas organisées ou avec un glissement, pourrait causer une déstabilisation majeure du pays. Le régime, qui a une attitude de plus en plus autoritaire, dirige à l'aide d'instruments de répression et a réussi à instaurer la peur dans la population. On n'a plus la liberté de parole et cet élément pèse lourdement sur la proposition de sortie de la crise, qu'on n'ose plus formuler. Comme c'est le cas dans la partie occupée du pays, on est soumis à une pensée unique qui empêche de trouver des solutions et qui renforce le statu quo. Maintenant, la faiblesse de l'opposition fait aussi la force du gouvernement. L'opposition n'a pas au plus une base mobilisable de militants, étant donné que ce terrain est occupé complètement par les militants du DPS. Mais l'opposition est aussi mal organisée et manque de vision. Il y a aussi chez l'opposition un déficit de pensée. Il est malheureusement devenu très difficile de se forger une place d'indépendance entre d'un côté le gouvernement à Kinshasa et d'autre part les tenants du pouvoir de les territoires occupés qui, comme professeur Titeka vient de le dire, où on s'organise de plus en plus comme un espace autonome qui est évidemment indirectement contrôlé aussi par le Rwanda. Maintenant, cette situation a mené à un discrédit massif de ce qu'on appelle la classe politique congolaise et, à part les partis politiques, la capacité de mobilisation des associations de la société civile n'est plus ce qu'elle était avant pour plusieurs raisons. Maintenant, dans ce contexte, la voie des églises institutionnalisées et à une longue tradition possède toujours une autorité morale et une indépendance. En janvier de cette année, la conférence épiscopale de l'Église catholique avec l'Église protestante ont présenté une initiative très ambitieuse qui équivaut presque à un effort de refondation de l'État et de la nation. À long terme, elle veut une réflexion sur les fondements du Congo et de son vivre ensemble et définir les objectifs de développement du pays d'ici 2060. Bon, ça nous concerne moins ici, mais à plus court terme, je crois que leur initiative veut en réalité sauver l'unité du pays en évitant de confier le futur du pays à une petite élite politique et militaire congolaise et non congolaise. Dès le début, les églises ont voulu organiser un dialogue entre toutes les parties prenantes du conflit, d'abord au niveau national et donner une voix à la population. Maintenant, le premier objectif, il y a deux volets dans l'initiative. Le premier objectif, et qui a reçu le plus d'attention jusqu'à maintenant, est celui du dialogue inclusif afin de débloquer la situation politique. Il fait l'objet de beaucoup de critiques, car certains estiment qu'on ne peut pas dialoguer avec les agresseurs du pays qui répondent aux impératifs de Kigali. La condamnation à mort de l'ancien président Kabila rend également quasi impossible sa participation à un tel dialogue.
Cependant, je crois que le véritable objectif des Églises était et est de créer un cadre de dialogue national qui devait justement neutraliser les influences extérieures avant, ce qu'on pourrait dire, de laver les linge sale en famille. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, professeur Vlasselot l'a indiqué, il ne s'agit pas maintenant de recourir à une grande foire où tout le monde veut être là. Les modalités sont encore à définir. Maintenant, le deuxième objectif de l'initiative est celui de donner une voix à la grande absente de négociations en cours, notamment la population, qui est la première victime des violences de tous bords. Ils veulent organiser ce qu'ils appellent un dialogue des experts. L'idée, c'est de mettre les vrais problèmes de fond sur la table afin de trouver des solutions durables et donc éviter un peu de faire des accords qui auront des résultats à court terme, quitte à ce que ça recommence encore de quelques années. Il y a des problèmes en RDC qui durent depuis des décennies et qu'on doit aborder de façon rationnelle. Les différentes thématiques traitées lors de ce dialogue sont synthétisées et présentées aux participants du dialogue inclusif. Donc l'idée, c'est que au niveau des experts, et il ne s'agit pas seulement des académiques, mais il s'agit des experts d'expérience, des gens du terrain, qui vont faire des contributions, qui seront centralisées dans des commissions, et le contenu de ce dialogue sera alors présenté au dialogue politique. Sur base de ces deux dialogues, on doit élaborer un pacte social pour la paix et le vivre ensemble, qui donnera les orientations fondamentales pour le futur et qui doit fonder l'unité nationale. Au moins, ça, c'est l'ambition. C'est un peu comme le disait récemment le président de la CENCO, Monseigneur Mouteba, je cite, « Nous pouvons aller à Washington, à Doha, à Paris, mais les véritables enjeux se jouent sur place. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se rassembler autour d'une table selon les schémas que nous avons tracés. » Finalement, encore une fois selon la feuille de route des évêques, le processus doit aboutir à une conférence internationale qui doit jeter les bases d'un vivre ensemble et une coopération au niveau régional. Évidemment, on a eu déjà beaucoup d'initiatives régionales. Il y a eu l'accord d'Addis Abeba, il y a eu le pacte de stabilité de 2006. Mais la différence qu'ils veulent, la différence avec les initiatives régionales précédentes, est que cette fois-ci, on veut mettre en avant les options et orientations congolaises avant d'aller au niveau régional, tandis que les autres initiatives sont passées du niveau régional d'abord au niveau national congolais après. Maintenant, cette piste que j'ai présentée très brièvement est loin d'être parfaite et présente un nombre d'obstacles. Elle est confrontée à l'incompréhension, de lourdes critiques et de scepticisme quant à sa faisabilité. Mais au vu de la progression ou non-progression des autres initiatives de paix, personnellement, je ne vois rien de meilleur. Elle a l'avantage d'être une initiative d'une instance indépendante et généralement respectée, écoutée, qui vise le long terme, loin des intérêts particuliers de la plupart des autres acteurs. Les églises sont toujours les seules institutions plus ou moins solidement structurées à travers l'entièreté du pays, mais peut-être même plus que l'État. C'est pourquoi que, bon, personnellement, je crois que l'initiative mérite tout soutien de la part de la Belgique, comme notre pays l'a déjà fait dans le passé, dans des situations similaires et également critiques, et au-delà des décisions des autorités politiques nationales et étrangères. Cette initiative a été négociée au niveau du cabinet présidentiel et avec d'autres confessions religieuses, donc au-delà des catholiques et des protestants, jusqu'à l'adoption d'une feuille de route commune qui fut publiée le 25 août dernier. Donc c'était vraiment au cabinet présidentiel, avec le chef du cabinet, conseiller politique principal, chef du conseil stratégique, etc. Donc c'était vraiment à haut niveau que ça a été négocié. On a eu un accord, mais malheureusement, l'ordonnance présidentielle qui devait sanctionner l'initiative et la rendre exécutoire n'est pas encore venue et le président, malgré le consensus au niveau du cabinet, a exprimé son désaccord avec l'initiative au profit d'un changement ou remplacement de la Constitution. C'est pour ça que des initiatives nationales et internationales sont sans doute nécessaires en faveur de ce pacte qui semble une solution à long terme. Il est important de noter que cette initiative est soutenue par plusieurs pays de la région, dont par exemple l'Angola. Le président Lorenzo l'a mentionné dans son discours à la Nation le 15 octobre. Et, fait assez remarquable, l'initiative est combattue par le Rwanda, qui ne veut pas que les gens prennent les choses en main. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Oui, enfin, le coltan extrait sur votre territoire ou sur le territoire de votre voisin
C'est un peu comme le pétrole extrait ici ou là. C'est impossible de savoir. C'est un coltan, c'est pas marqué Made in Rwanda ou Made in République démocratique du Congo dessus. Vous voyez, c'est le problème. Et là, en l'occurrence, ces 120 tonnes, ils passent bien de l'autre côté. Je suis désolé, monsieur le député, ces tonnes ne passent pas du côté du Rwanda. Et j'aurais compris si le Rwanda n'avait pas de coltan. Mais le Rwanda a du coltan. Et encore une fois, comme je l'ai proposé à votre collègue, je vous invite. Vous ne voyagez pas ensemble, d'accord. J'invite à venir. Vous avez seul le micro, pour l'instant. Enfin, j'entendais quelqu'un me... Oui, mais chacun se parlait, mais vous avez le micro. Merci, monsieur le député. Exprimer ma position, donc je lui dis sur le génocide. Et oui. S'il vous plaît, et cela n'empêche pas commission. d'être tout aussi lucide sur ce qui se passe aujourd'hui et les responsabilités du Rwanda. Quand on est juste, on l'est sur les principes et à tout niveau, tout le temps. Voilà, ça c'est ma position et c'est notre position. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si vous permettez, je vais juste commencer par commenter un peu sur le... Ah, ne vous y mettez pas vous aussi, monsieur l'ambassadeur. Non, mais c'est une précision. Je vous en prie. Je n'ai pas entendu la conversation. Allez-y, j'essaie de mettre une touche. Juste une précision. On parle du génocide des Tutsis. S'il vous plaît. On parle Monsieur du l'ambassadeur, génocide du Tutsi. Des Tutsis. Pas du génocide du Rwanda. Et cette position victimaire, c'est vrai que elle est je trouve plus les mots. Nous sommes choqués, nous sommes indignés que de tels propos soient tenus. Monsieur l'ambassadeur, ça ne figure pas, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, ça ne figure pas. Personne n'a pris la parole pour dire ça. Monsieur l'ambassadeur, répondez à la question de monsieur Berville. Personne n'a pris la parole pour évoquer ce point et cette position. Donc, je peux continuer, madame la députée? Monsieur l'ambassadeur a la parole. Sauf s'il n'y avait pas de micro, peut-être, mais j'ai entendu ce qui a été dit, c'est pour ça que je vais commenter et je m'arrête là. Très bien. On va avoir des questions liées encore à cette situation. Je m'en tiendrai aux réponses, mais la question... Monsieur l'ambassadeur, répondez à monsieur Berville qui a posé une question. N'écoutez pas ce qui est dit par ailleurs. Monsieur le Président, je vais répondre à monsieur le député Berville. 3 questions. La première liée à la notion du lien entre le Rwanda et le M23. Je crois que j'ai été précis tout à l'heure. Nous n'avons pas, le Rwanda n'a pas de lien avec le M23. Malheureusement, et c'est pas nécessairement à M. Berville, mais il y a ce narratif un peu simpliste où on pense que parce que les gens du M23 parlent une langue qui est le Kinyarwanda, on pense qu'ils sont rwandais. Ce sont, je le précise, des Congolais. Et ils se revendiquent également comme Congolais. Il ne vous viendra pas à l'esprit, je pense, ici, de dire à un Strasbourgeois qui parle allemand qu'il est allemand. Même chose, le fait qu'ils parlent Kinyarwanda, que ce sont des populations rwandophones, ne les empêche pas d'être des Congolais. Donc nous n'avons aucun lien financier d'appui en armement avec le M23. Merci pour votre réponse. La parole à présent pour la France Insoumise à monsieur Aurélien Taché. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur. Le 7 avril, ce sera effectivement, ça a été rappelé, la journée internationale consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Un concert était prévu en France à cette date, le concert Solidarité Congo. Vous avez demandé son report, Monsieur l'Ambassadeur, et vous avez eu raison. Rien ne doit pouvoir entraver le devoir de mémoire sur le génocide et l'horreur que vous avez justement rappelé. Mais rien ne doit non plus pouvoir entraver le devoir de solidarité avec le peuple congolais, aujourd'hui victime d'une guerre d'agression menée dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la défaite temporaire du M23 en 2013, 11 pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda, se sont mis d'accord pour mettre un terme au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et garantir la paix au Congo. Ce protocole d'Addis Abeba imposait à ces États le respect de toutes les souverainetés et proscrivait toute forme d'ingérence interne dans les pays voisins.
Alors, Monsieur l'ambassadeur, j'ai bien compris que vous nous disiez que votre pays n'avait aucun lien direct avec le EM23. Tous les documents de l'ONU et des instances internationales disent l'exact contraire. Tout démontre qu'aujourd'hui, votre pays est le principal financeur de ce mouvement et que votre armée est même présente, malgré vos dénégations ce matin, sur le sol congolais. Vous nous dites qu'elle est là pour assurer finalement la sécurité de l'État rwandais et pour protéger la communauté Tutsi qui serait encore persécutée. Et si c'est vrai, c'est évidemment totalement inacceptable et il faudrait mettre un terme immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme preuve de l'effectivité d'un seul acte attentatoire à la sécurité du Rwanda dans la période récente commis depuis le territoire congolais ou de cette persécution? Car tout porte à croire au contraire que l'objectif premier du M23 et de l'armée rwandaise est de capter les nombreux minerais que compte la région. Tout cela est en revanche parfaitement documenté. L'ONG Global Witness estime par exemple que 90% du volume de cobalt exporté par le Rwanda est introduit illégalement dans le pays depuis le Congo. Aucune action de groupe terroriste n'est effectivement tolérable, mais aucune action de groupe terroriste ne peut justifier non plus le massacre de populations civiles ou la volonté d'annexer un pays. Alors, Monsieur l'ambassadeur, je vais vous poser une question simple. Est-ce que votre gouvernement compte ou non appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui demande le retrait immédiat des troupes rwandaises et du territoire congolais et la cessation de tout appui au M23? Et est-ce que, puisque vous avez parlé de solution politique, la solution politique que vous imaginez, enfin celle que vous avez à l'esprit, garantira bien l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse quelques secondes et vous avez la parole quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur le député. Je crois que j'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, les rapports des experts des Nations Unies, nous refutons. Et je le dis, je le précise ici, les rapports des Nations Unies. Je suis désolé, ils ne sont pas la Bible, les rapports de ces experts. Et encore une fois, il n'y a eu aucune autre preuve, sauf des rapports. Ils ne sont pas venus sur les territoires, ils ne sont pas venus sur le terrain. Ils étaient à Kinshasa et ont fait des rapports. Ils sont retournés à New York et ont écrit des rapports que nous refutons. Encore une fois, nous n'avons pas de troupes sur le sol congolais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, vous avez affirmé que le M23 est une armée congolaise défendant des Congolais réfugiés dans votre pays, au Burundi et d'autres. Pourtant, plusieurs rapports, et ça a été dit plusieurs fois par tous mes collègues, documentent un soutien logistique et militaire du Rwanda. Vous avez contesté la fiabilité de ces rapports. M23. Certes, nous comprenons leur combat parce que, comme je l'ai expliqué dans mon propos liminaire, voici une force qui défend des populations rwandophones se trouvant dans les terres du Kivu, sur leurs terres, et lorsque des résolutions ou des experts leur demandent de se retirer, ils vous répondent se retirer pour aller où? Ils sont chez eux. Ce sont des Congolais d'expression rwandaise, mais ce sont des Congolais dont une partie d'entre eux a pris les armes pour défendre les leurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 100 000 réfugiés congolais au Rwanda et plus de 400 000 en Ouganda. Sur votre dernière question, possible d'arrêter l'implication du M23, c'est ça? Écoutez, le soutien au M23, je crois que j'avais déjà répondu sur le soutien au M23 et je m'arrêterai sur ce point-là. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole à présent pour la gauche démocrate et républicaine à monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, monsieur le président. Monsieur l'ambassadeur, quand je vous écoutais depuis le début de votre propos sur le chemin qui me relie à l'Assemblée nationale, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce discours. C'est souvent un discours utilisé pour justifier l'injustifiable. Le fait de dire on se défend. On agresse, mais c'est pour se défendre, c'est pour défendre notre population. On est dans un contexte où par exemple, Poutine en Ukraine, et je crois que le sujet est abordé ce matin, dit « j'ai défendu les populations russophones du Donbass ». On a la même expression de M. Netanyahou qui défend Israël et c'est pour ça qu'il envahit la Palestine, etc. On a maintenant le roi du Maroc qui dit « le Sahara occidental, c'est à moi ».
Et donc j'interviens, c'est pour défendre, etc. Et d'ailleurs, il me faudra des terres supplémentaires qui se trouvent en Algérie, en Mauritanie, jusqu'au fleuve Niger. Et vous avez les mêmes expressions. Moi, mes questions, elles sont simples. Puisqu'il y a débat, donc je vais pas savoir qui a raison, qui a tort. La justice internationale est là pour ça. Moi, j'ai pas la capacité d'enquête. Ce que je sais, c'est que ma force politique, le Parti communiste, a pris position et a défendu le peuple rwandais quand il y avait le génocide et a pris position et a réagi à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que des matières premières sont actuellement extraites du Congo et vendues à l'échelle internationale. Par qui? Est-ce que c'est le Rwanda qui vend ces matières premières? Au nom de quoi? Enfin voilà, il y a quand même des sujets là-dessus. Le M23 est armé, est solidement armé. D'où viennent les armes? Est-ce que c'est mon pays, la France, qui vend des armes au M23? Je sais que mon pays vend des armes au Rwanda. Est-ce que ces armes ont été volées par le M23 dans les casernes rwandaises? Et donc, moi je vous ai pas interrompu, Monsieur Berville, j'étais pas là quand vous parliez, mais je vous ai pas interrompu tout à l'heure. Hein. Et donc, est-ce que c'est ça? Et puis, comment à l'échelle internationale, beaucoup d'observateurs, jusqu'à l'ONU, dit il y a un sujet, le Rwanda est en train de bafouer le droit international, ne respecte pas les règles des peuples, et vous venez nous expliquer qu'il y a pas de sujet. Est-ce que vous avez raison contre la communauté internationale? Est-ce que la communauté internationale a quelque chose contre le Rwanda qui fait que tous contre un? J'aurais aimé aussi que vous précisiez les choses dans ce domaine. Merci beaucoup, Monsieur Lecoq. Mais aéroport on a une décision parce que la troupe na bango. Il peut y avoir déjà la morphologie rwandaise. Tout le bac déjà côté est wana. Dit que non le loto comme Todanga comme Toda. En tout cas c'est Félix merci pour là. En tout cas moi na défarama pas la boulangerie à mapa oh le Félix ça sale là bango na. Même chose en même temps on dit que la Rwanda bola mo utakunate. Par millions d'habitants. Il y a de cela 10 ans, Bazalaka, 9 millions et quelques d'habitants. Tu vois un peu. Voilà. Donc, mais ce qui est chité pour la Makamou, il y a guerre, Bishop. Voilà. Au boni, tant que tu as Koloba, awa responsable. Bazala passi. Voilà. Donc, il faut total politique.